Here's Johnny! Bonjour à vous cinéphiles, bienvenue sur la chaîne Filmstrip, dans une toute nouvelle série de vidéos intitulée Deuxième angle, dans laquelle je ferai une courte analyse de quelques films du dernier siècle. Sans plus tarder, voici le premier film de cette série, réalisé en 1980 par Stanley Kubrick, The Shining. Étant donné que cette vidéo est plus une espèce de survol analytique qu'une introduction au film, je prendrai donc pour acquis que vous avez déjà vu The Shining. Dans le cas contraire, regardez-le et revenez voir la vidéo par la suite. What do you want to talk about? Très tôt dans le film, on ponctue le récit d'indices de temps plutôt vagues, The Interview, Closing Day. Mais à mesure qu'on avance dans l'histoire, le temps devient plus précis et surtout se raccourcit. On commence donc avec une ouverture qui nous laisse un peu respirer avant de nous plonger de plus en plus creux dans l'entonnoir, où la menace a une proximité spatiale mais aussi temporelle. C'est une bonne technique pour créer le suspense, en plus qu'on a pris le temps à plusieurs occasions de nous mettre en garde contre tous les dangers possibles dans cet endroit isolé. There ain't nothing in room 237. But you ain't got no business going in there anyway. So stay out. You understand? Stay out. Well, obviously, some people can be put off by the idea of staying alone in a place where something like that actually happened. Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me. Parlant d'isolation, l'arrivée graduelle de l'hiver et des fortes neiges isole continuellement le lieu du drame. Devient carrément inaccessible. Oui, ok, accessible pour une seule personne, mais bon, on sait comment ça se termine. Kubrick nous refuse un sauvetage héroïque. Au diable la catharsis, on est alors démunis d'espoir. Alors c'est bien beau la structure dans le cas où on considère l'histoire de façon linéaire, mais dans la façon dont le récit est raconté, le temps n'est pas si simple qu'il apparaît, et les deux jumelles nous le rappellent d'ailleurs. Forever and ever and ever. On nous invite à considérer le temps comme étant menaçant d'une toute autre façon, ouvert et incertain. Autant la menace physique, celle de Jack, est linéaire et concrète, la menace fantastique est ambiguë, floue, brisée. Kubrick utilise souvent des techniques de montage qui brisent la linéarité pour introduire des éléments fantastiques, inexplicables. Par exemple, dans la première vision de Danny, on voit des plans qui reviendront plus tard dans le film. Mais aussi pour nous déstabiliser, Kubrick mêle des époques, par exemple la fête dans la salle de bal. D'après les costumes, les gens viennent clairement du début du siècle. Ils n'ont tout simplement rien à voir avec 1980. Ici, le fantastique tient lieu de frontière entre le merveilleux et l'étrange. Le merveilleux présente des éléments surnaturels, mais qui ont leur place dans le récit, c'est-à-dire que leur distance avec le réalisme a bien sa place dans l'histoire. Elle fait partie de la construction du monde dans lequel se déroulent les événements, par exemple The Lord of the Rings ou encore Star Wars. À l'opposé, l'étrange est une intrusion du surnaturel dans un monde dont la nature est finalement révélée comme étant réaliste et qui peut en fin de compte être rationalisée. La menace fantastique comprend donc tout simplement les événements inexpliqués. Ces événements inexpliqués ont un rapport au temps qui est déconstruit et même changeant, dépendant si on considère ces événements comme des manifestations surnaturelles, le merveilleux, ou bien comme des hallucinations, l'étrange. Voyons la première option, les manifestations surnaturelles. Ces manifestations sont hors de contrôle de quiconque. On peut les voir comme des fantômes, des esprits, bref, des apparitions complètement inexplicables, dépourvues de rationalité. On peut rapidement en conclure que ce sont ces manifestations qui sont la cause de la descente aux enfers de Jack. Après tout, Jack semble être le seul à trouver ces apparitions normales. Il les accepte et finit même par les écouter, leur obéir. Jack se laisse influencer par ces entités et tente de tuer Wendy et Danny. Mais ce monde du merveilleux peut être élargi à une foule de théories possibles dans The Shining. Par exemple, est-ce que les différents personnages ont le Shining
Ils sont capables de voir des moments du passé de l'hôtel. Ou bien est-ce que l'hôtel a le Shining et projette l'histoire des événements horribles à ses locataires? Ce qui serait bien possible selon les dires de Halloran. I guess you could say the Overlook Hotel here has something about it that's like shining. Tony est-il une invention de Danny ou bien est-ce que Tony peut être en fait Danny, une fois adulte, capable de se communiquer à lui-même dans le passé pour se guider dans sa survie contre son père? Lloyd, la foule et Grady dans la grande salle sont-ils des fantômes? Et aussi, c'est quoi ça? Voyons maintenant la deuxième option, les hallucinations. À cette autre extrémité du spectre, la cause de la menace ne vient pas du monde extérieur, mais bien de l'intérieur des personnages. Le monstre est fictif, subjectif, créé par les personnages. Tony is a little boy that loves my mouth. Is Tony the one that tells you things? Yes. En commençant par Danny, son personnage de Tony est peut-être une façon pour lui de se rassurer, surtout quand on apprend que son père a déjà eu des épisodes de violence envers lui. I did hurt him once, okay? It was an accident. Completely unintentional. Could have happened to anybody. And it was 3 goddamn years ago! The little fucker had thrown all my papers all over the floor. All I tried to do was pull them up. A momentary loss of muscular coordination. Few extra foot-pounds of energy per second. Tony essaie de protéger Danny. Il semble même être pour lui une figure d'autorité. Il prend la relève quand Danny est insécure ou qu'il compose avec un certain traumatisme. Danny fait apparaître Tony quelques fois dans la première moitié du film, mais Tony prend complètement la relève à partir du moment où il entre dans la chambre 237. Danny's not here, Mrs. Torrance. Danny s'efface après avoir été peut-être violenté par Jack, et ce jusqu'à ce qu'il retrouve sa mère à la toute fin, après avoir vaincu son père. Danny est visiblement un garçon qui souffre de certains traumatismes, ce qui pourrait expliquer des hallucinations. That's very good, Jack. Because for some people, solitude and isolation can of itself become a problem. Not for me. Pour ce qui est de Jack, il souffre très probablement d'enfermement. On le voit à plusieurs reprises essayant de se désennuyer ou encore être complètement déconnecté de son environnement. Ces hallucinations le poussent à bout et il perd complètement la raison. Le fait que ces événements en apparence surnaturels soient en fait des créations mentales pourrait entre autres expliquer que Grady a changé de prénom lorsque Jack commence à l'halluciner, ayant retenu et assimilé seulement en partie l'information communiquée lors de son entrevue. My predecessor in this job hired a man named Charles Grady as the winter caretaker. What do they call you around here, Jeevesy? Grady, sir. Delbert Grady. Pour résumer, alors que la menace physique se calcule concrètement, la menace fantastique est le coup de grâce qui élimine nos derniers repères, nous laissant déstabilisés, puisqu'elle ne se range ni complètement dans le merveilleux, ni complètement dans l'étrange. Pour appuyer certaines de ces thématiques, Kubrick a appliqué dans The Shining une symbolique forte qui se rapporte souvent à la mythologie grecque. Commençons par Oedipe. On a ici le plus petit groupe possible pour bien illustrer le complexe oedipien, les 2 parents et le fils. Pour faire une histoire courte, Oedipe était un roi qui a, sans savoir, tué son père et marié sa mère. Oui, yark, mais bon, il savait pas que c'était ses parents. Freud a repris les grandes lignes de ce mythe dans ses recherches sur la sexualité. En gros, l'enfant mâle veut inconsciemment remplacer son père. Il veut donc établir un rapport sexuel avec sa mère en tuant symboliquement son père. Dans The Shining, ce comportement est à la base du conflit principal entre les personnages. Danny et Jack sont antagonistes. Pour Danny, son père devient peu à peu le monstre dangereux à éliminer. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le point médian du film est très précisément l'entrée de Jack dans la chambre 237. C'est probablement le lieu le plus sexualisé du film,
D'abord parce que le tapis est rempli de symboles phalliques pointant vers la salle de bain, puis parce qu'au bout du parcours se trouve une femme nue, la femme, anonyme, la femme générale. À la fin du film, Kubrick règle ce conflit oedipien. Danny retrouve sa mère et son père est mort. Mais le règlement du conflit se fait avec une référence à un autre mythe grec, celui du Minotaure. Dans le récit antique, le Minotaure, une créature avec un corps d'homme et une tête de taureau, réside au milieu d'un labyrinthe construit par le roi Minos. Thésée entreprend de s'aventurer dans le labyrinthe afin de tuer le monstre. Pour l'aider, Ariane, sa prétendante, lui donne un long fil qu'il déroulera pour pouvoir retrouver son chemin par la suite. D'où l'expression dans le langage courant décrivant une méthode pour éviter de se perdre, le fil d'Ariane. Dans The Shining, Danny se sert de ses propres pas comme fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe. Jack, le monstre, l'animal, demeure et meurt dans le labyrinthe. Dans la psychologie, le labyrinthe a d'ailleurs une symbolique assez forte. Il représente un peu la complexité de la psyché. Intéressant à noter, le seul événement étrange qui est vu par deux personnages est celui-ci. Étant vu par Danny et par Wendy, on peut supposer qu'il symbolise le lien entre les deux. En prenant compte de ce lien, ça devient difficile d'ignorer une possible symbolique en référence à ce même lien, la menstruation. Un flot de sang qui descend d'un ascenseur, voilà, ça me semble clair. Great party, isn't it? Merci beaucoup tout le monde, j'espère que vous avez aimé. The Shining est un de mes films préférés. Tellement de choses à dire, à comprendre, à explorer. Extrêmement complexe, mais aussi parfaitement calculé. Je compte faire d'autres courtes analyses comme celle-ci pour des classiques, mais aussi des critiques pour des films qui, selon moi, méritent qu'on s'y attarde de nouveau. Pour voir mes autres vidéos, allez voir sur la page de la chaîne, j'espère que vous ferez des bonnes trouvailles. En terminant, abonnez-vous à la chaîne pour être avisé de mes prochaines vidéos. C'était René pour Deuxième Angle, à bientôt.